Bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis Benjamine, chargée de mission au sein de l'association et aujourd'hui, on est donc en présence de Justine et de son plus un pour parler sexualité et surtout fausses croyances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous représenter un petit peu l'association parce que peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc bienvenue. Rose Up a 3 missions principales qui sont l'information avec le Rose Magazine et tous les articles qui sont publiés sur le site de Rose Up. Il y a aussi l'accompagnement en soins de support dans les Maisons Roses de Paris et Bordeaux. Et puis, bah, comme on le fait aussi aujourd'hui en webinaire à distance. Et dernière mission, ce sont les actions de plaidoyer avec notamment tout ce qui est défense de vos droits. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour plus d'informations, à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions ou des besoins. Et puis, voilà, on est là pour 1 heure pour parler sexualité avec Justine. Donc, Justine, je te laisse te présenter un petit peu plus en détail et nous parler du thème du jour. Bonjour, bonjour. Alors du coup, aujourd'hui, le thème, c'est fausses croyances. C'est un thème qui me plaît particulièrement, comme à chaque fois, je dis toujours la même chose, parce qu'effectivement, on en est assailli de fausses croyances depuis notre tendre enfance et puis parfois relayées par les médias, etc. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Alors juste pour vous redire, alors je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, je ne sais pas si toi, Benjamin, tu vois des noms. Ben, je ne connais pas tout le monde, mais D'accord. Bah, je vais voilà, refaire un peut-être que point. certaines sont là pour la première fois, Bon, effectivement. bah, je vais refaire un point parce que c'est vrai que sexologue, on se demande toujours ce que c'est. Donc, juste pour dire que sexologue, c'est en fait une personne qui est formée, qui a un bagage psychologique ou médical ou les deux, et qui du coup essaie de faire une enquête auprès de vous pour essayer de répondre au mieux à votre problématique sexuelle, couple, etc. Et c'est vrai que dans le cadre du cancer, les webinaires que l'on fait le plus fréquemment, c'est sécheresse vaginale et libido en berne, l'hormonothérapie, ses actions sur le corps, etc. Donc c'est vraiment, vous voyez, un sexologue va répondre à des choses pratico-pratiques dues à une pathologie, mais parfois à des questions sur le tout venant, sur bah, est-ce que je fais l'amour assez souvent, etc. Donc, c'est des choses que du coup, je vais essayer pour lesquelles je vais essayer de répondre. Et puis, voilà, donc je pense que j'ai fait un tour de mon métier, ça me semble correct. Oui. Donc, Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas à les poser dans la partie discussion ou questions-réponses. Et comme le dit souvent Justine, à être le plus précise possible sur votre âge, votre situation, si vous êtes en traitement, si vous avez fini vos traitements. Voilà, s'il y a des choses en particulier, n'hésitez pas à être bien précise, comme ça Justine pourra répondre de façon complète. exactement. C'est plus simple. Alors il y en a une, c'est vrai que souvent on parle de lubrification dans le cadre du cancer. Alors là, il y a une cause réelle, on va dire, qui est que le manque de lubrification est dû à la chimio ou à l'hormonothérapie. Mais c'est vrai que hors cancer, souvent, quand une femme n'a pas de lubrification, il y a souvent ce côté tu ne me désires pas ou tu ne m'aimes pas. Alors, excusez-moi, il y a mon chien qui, encore une fois, allez, oups, oups, voilà, qui justement, c'est vraiment une question qui revient très souvent. Je n'ai pas de lubrification, tu n'as pas de lubrification, tu ne m'aimes pas. Donc ça, c'est quelque chose parfois que les compagnons peuvent vraiment dire à leur partenaire. Or, ce n'est absolument pas vrai. Donc ça, c'est hyper important de dire que la lubrification n'est pas due à une question de désir. Une femme enfin, une question de désir, si, bien sûr, mais pas que. En fait, on peut très bien ne pas être amoureux d'une personne et avoir une lubrification parfaite. Ça n'a absolument rien à voir. Tout d'abord, pour avoir une lubrification de bonne qualité, là, je ne parle pas avec un problème, une problématique de type cancer, chimio, etc. Mais pour avoir une lubrification de bonne qualité, il faut déjà des caresses ou une excitation d'au moins 20 minutes.
Donc, c'est vrai que parfois, les femmes se disent, bah, moi, je n'ai pas de lubrification de bonne qualité. Et en même temps, quand on déroule le script sexuel avec leur partenaire, on se voit qu'il y a quand même un petit peu de pauvreté sexuelle qui font que il y a pas assez c'est pas assez enrichi pour avoir une bonne lubrification. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que ce côté lubrification, parfois, les femmes ne vont pas en avoir. Alors, il y a des causes hormonales. Ensuite, il y a des causes toutes bêtes, hein, la chimie, c'est vrai que parfois, lorsqu'il y a des protège-slips avec des odeurs, c'est vrai que maintenant, il y a des odeurs assez chimiques, ça va donner une altération, des savons qui vont aussi être parfois assez agressifs et qui vont entraver. Enfin bref, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais en sachant que nous ne sommes pas une science exacte, la lubrification n'est pas toujours au top. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. C'est vrai que beaucoup de partenaires masculins disent ça à leur partenaire féminine, et ce qui est un peu culpabilisant, du genre si tu m'aimes, tu mouilles. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est une phrase un peu brutale, mais pour l'entendre, je vous la livre. Donc voilà. Ensuite, alors les femmes, souvent on dit qu'elles ont un plaisir plus psychologique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faut savoir que non, une femme ne va pas avoir une jouissance parce qu'elle est avec un partenaire, avec une relation idéale. On peut être dans une relation parfaitement idéale, mais avoir un partenaire qui ne vous fait pas arriver à un plaisir, à un orgasme, ça marche pas comme ça. Alors après, on va vous dire, bah, à vous aussi, mesdames, de faire en sorte de prendre du plaisir toute seule avec votre partenaire, de le guider. Ça, c'est l'autre partie. C'est vrai que c'est jamais très évident de dire à son partenaire, bah, tu sais, tu t'y prends pas super bien, je vais t'expliquer. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que vous devez faire. Mais parfois, même si on le sait, bah, c'est jamais très évident à dire. Surtout que si c'est votre partenaire depuis 10, 15 ans, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que l'une femme ne va pas avoir de plaisir en faisant une fellation à son partenaire, ni en étant en totale harmonie psychologique avec lui. Non, les femmes n'ont pas un plaisir psychologique. Le plaisir vient du clitoris et de stimulation de bonne qualité. Donc ça, je vais revenir un petit peu après. Ça va, c'est toujours clair? Très clair. Alors je vais parler de l'homme parce que c'est vrai qu'il y a un truc, on parle du plaisir de la femme, mais il y a aussi quelque chose, qui est assez intéressant. C'est, l'homme, n'est pas obligatoirement obligé, enfin n'est pas forcément, n'a pas forcément d'orgasme, à l'éjaculation. Donc c'est vrai que pour l'inconscient, collectif, on va dire, un homme éjacule, il a forcément un orgasme. Des hommes peuvent avoir du plaisir sans éjaculer, et peuvent, éjaculer sans plaisir. Donc c'est vrai que là, il y avait des petites jeunes d'ailleurs qui travaillaient avec Rose Up qui m'avaient interrogée par rapport à ça, qui se lançaient dans un documentaire, sur, le plaisir masculin. Et c'est vrai que parfois on le voit surtout dans les problèmes de cancer de la prostate, des hommes qui sont vraiment en interrogation par rapport à leur plaisir parce que souvent il n'y a plus d'éjaculation, ou en tout cas il y en a une, mais elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va dans la vessie. On ne la voit pas, mais pourtant il y a du plaisir. Un homme peut avoir aussi du plaisir sans forcément éjaculer. Après, il y a différents degrés d'orgasme, comme vous, mesdames. Donc ça, c'est très important de se dire ça aussi. Et que donc je trouvais ça intéressant parce que on n'en parle pas assez. Oui, et que les fausses croyances, c'est pas forcément Bah, c'est pas que que sur sur le la femme. voilà, exactement. Alors, il y a une phrase, alors ça, je l'entends, mais alors, je sais pas combien de fois par jour: «Tout le monde doit faire l'amour 3 fois par semaine». Ah oui, bien sûr. Voilà, donc bah, non. Alors ça, c'est vraiment une phrase qui m'insupporte au plus haut point parce que, c'est comme manger une orange tous les matins, c'est comme, aérer, sa maison 20 minutes, c'est comme, toutes ces choses que l'on nous met sur les épaules. Eh bien, on fait ce qu'on peut déjà, et le sexe ne doit pas être quelque chose de quantifiable et quantifié. Ça doit être fait au moment où les 2 partenaires en ont envie. Ça marche, c'est valable aussi pour les hommes, hein. Ça doit être fait quand, les 2 en ont envie, et ça doit être un beau moment d'échange à un moment, et un moment agréable. Si c'est pour dire, bah, on fait l'amour, tous les 3 jours, 3 fois par semaine,
donc ce qui correspond à peu près à un jour sur 2 environ, mais on a des horaires de 3-8 parce qu'on a l'usine ou qu'on a, des enfants et qu'on se tape, 1 heure de transport ou alors juste parce qu'on n'en a pas envie, tout simplement, sans avoir d'excuses. Eh bien, moi, je m'en fiche royalement. Le but de la sexualité, encore une fois, c'est de prendre du plaisir. Donc, si c'est à faire pour mettre une petite croix, comme je l'entends souvent chez les femmes qui disent ah bah moi, je mets des cases dans le calendrier, comme ça je sais que dans 3 jours, je devrais passer à la casserole. Ça, c'est des phrases quand même qui sont assez interpellantes. Mais en même temps, c'est véhiculé par beaucoup de choses. Même moi, quand j'ai fait mes études de sexo, eh bien, c'est vrai qu'on nous disait qu'il fallait à peu près 3 rapports par semaine pour une qualité sexuelle satisfaisante. Alors ça, moi, je me suis toujours offusquée parce que non. C'est quoi une qualité satisfaisante? Est-ce qu'elle est dans la quantité? Enfin, moi, je n'étais pas forcément raccord avec ça. Et 7 ans plus tard, je suis toujours pas raccord avec ça. Donc ça, c'est très intéressant de se le dire. Vraiment, de faire l'amour, c'est quand on en a envie et que l'on est, disposé pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Sexe égale amour, plus d'amour. Ah oui, alors, bah, ça revient un petit peu dans ça. C'est vrai que l'on dit souvent, bah, si tu m'aimes, tu fais l'amour, hein. Tu ne m'aimes pas, tu fais pas l'amour. Ce qui met sur les épaules des femmes quelque chose d'un peu compliqué parce qu'elles aiment parfois leur partenaire, mais elles n'ont pas envie de faire l'amour avec, pour plein de raisons, hein. La fatigue, le cancer, le boulot, les problèmes, on doit s'occuper des parents vieillissants, on s'occupe des jeunes enfants, on a des problèmes avec eux parce qu'il s'est fait renvoyer de l'école, il y a des problèmes de harcèlement. Bref, toutes ces choses qui vont polluer la relation au niveau sexuel et qui vont vraiment pas être dans le positivisme et qui vont aller vers une sexualité épanouie, font qu'on n'a pas envie de faire l'amour, mais c'est pas pour autant que l'on n'aime pas son partenaire. Et beaucoup d'hommes, alors c'est pas forcément des choses très sympathiques, mais parfois je dis parfois, c'est de l'ordre de la manipulation. Si tu m'aimes, tu me fais l'amour. Je dis pas que c'est tout le temps, hein, attention, hein. Je pèse mes mots. Je dis parfois, ça rentre dans le cadre de la manipulation. C'est vrai qu'on a des fois des femmes qui subissent cela en disant, et j'ai ces femmes qui viennent au cabinet en disant, bah, débrouillez-vous, je dois faire l'amour, faites-moi avoir envie parce que sinon c'est un calvaire. Donc rien qu'à dire ça, on voit que le calvaire est déjà là, quoi. Mmh. On a une question d'Hélène qui demande, un homme n'a-t-il pas besoin d'éjaculer 3 fois par semaine, seul ou pas? Est-ce que c'est vrai? Alors, ça dépend des hommes. Je vous fais une réponse de Normand, hein. Il y a des hommes, alors c'est pas un besoin, c'est pas OK. obligatoire, sinon ils s'autodétruisent, hein. C'est C'est pas bien, comme mais ça, c'est important de le préciser, bien ce sûr. terme de besoin, Et c'est vrai que non, c'est pas un besoin. Il y a des femmes qui vont avoir besoin, elles, de faire l'amour tous les jours parce que sinon elles sont pas bien. Et des hommes qui vont avoir besoin aussi de faire l'amour tous les jours, sinon ils sont pas bien. Mais après, attention, on est dans le pas bien psychologique. Quand un homme ou une femme fait l'amour et a du plaisir et arrive à avoir un orgasme, il y a une libération hormonale. Donc la libération hormonale va faire action anxiolytique sur le corps et parfois il y a ce côté pulsion sexuelle, envie, mais on n'est pas vraiment avec l'autre. L'autre est un support. L'autre est un vagin, un anus, une bouche qui va vous permettre d'avoir du plaisir, mais finalement on n'est pas dans la communion avec l'autre. Et c'est en ça où j'insiste, parce que là, il y a des femmes qui disent: «Mais moi, j'ai l'impression que c'est moi ou une autre, il me voit, je dois y passer», et on voit très bien cette agressivité, cette paix sociale après. «Ah bah, de toute façon, une fois qu'on a fait l'amour, après, il me fout la paix, j'ai ce que je veux, il est libéré, il est bien mieux». Donc non, c'est pas une question d'obligation de faire l'amour 3 fois par de d'avoir une éjaculation 3 fois par semaine. Ça marche pas comme ça. oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir déjà entendu que, les études montrent que, justement, les hommes auraient besoin d'éjaculer 3 jours par semaine pour une bonne santé, Alors, je trouve ça dramatique. C'est vrai ce que tu dis, Benjamin. Il y a eu des études il y a pas longtemps, alors je ne saurais pas dire, il y a à peu près 2 ans, qui disaient qu'un homme devait faire l'amour très souvent pour ne pas avoir de cancer de la prostate. exactement, voilà, c'est exactement ça que j'avais en tête. Tout à fait. Et alors, du coup, la femme, on en fait quoi? Mmh. Parce que on n'a pas toute une vie édulcorée au pays des bisounours. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des traumatismes.
qui ont des vies, des accouchements qui se sont pas bien passés, qui ont des cicatrices, qui ont des douleurs lors des rapports. Je parle même pas du cancer et qui n'ont pas forcément envie, elles, d'avoir un rapport pour éviter le cancer de la prostate supposé de leur Bien partenaire. sûr, ouais. Donc je trouve ça vraiment très dur Ouais, c'est de culpabilisant, en fait. c'est hyper culpabilisant et des hommes s'en sont saisis. «Ah bah, tu veux pas que j'ai un cancer de la prostate quand même?» Alors, que répondre à ça? Non, mais c'est extrêmement culpabilisant. Je trouvais ça, bref, c'est une véritable aberration, en plus, moi, j'avais entendu à l'époque ça, il y avait même pas ce contexte de: «Attention, si la partenaire est consentante». C'était vraiment dit, «Bah, ça doit être fait, quoi, point». Mmh. Enfin, bref, donc si on je pense que nous parlons bien de la même chose. Ouais. Est-ce que je vous ai bien répondu, Hélène? On attendra qu'Hélène nous dise, mais Oui, voilà. je te Elle a transmets. dit oui? Non, non, pas encore, mais je te D'accord. transmets dès qu'elle nous répond. Donc après, tout le monde doit faire l'amour 3 fois par semaine. Donc je vais faire une aparté, Oui, super. d'accord. Parce que, il y a ce côté, on a le droit de se masturber. Alors je vais le dire un peu plus loin, mais c'est pas grave. On est en couple, on ne doit pas se masturber. Ça, c'est quelque chose que l'on entend souvent. Alors on l'entend, le côté, l'homme, se masturbe, doit faire l'amour 3 fois par semaine pour, sa prostate et en même temps la masturbation quand on est en couple, on ne doit pas. Bah, voilà, c'est 2 informations qui sont un petit peu, contradictoires et moi, dans ce genre de problème de prostate, j'ai envie de dire à monsieur: «Mais masturbez-vous monsieur». Parce que la masturbation, même en couple, est totalement autorisée. Il n'y a pas du tout le même, c'est pas du tout la même chose. Et mesdames, pareil pour vous. Ce que je dis pour l'un est valable pour l'autre. C'est pas parce que l'on est en couple que l'on n'a plus le droit de se faire plaisir seul. Ça va pas être du tout la même chose. On n'est pas exposé à la même chose. Et là, c'est une prise de plaisir sans en donner. C'est un plaisir égoïste, mais qui ne fait de mal à personne. Donc là, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il faut se rendre compte que l'explosion des sextoys, là, elle est exponentielle. Bon nombre de femmes maintenant lisent de la littérature érotique, ont voire plusieurs sextoys dans leur table de nuit. Et voilà, c'est leur moment à elles. Et elles l'assument de plus en plus. Je trouve ça rigolo, ce côté, bah ouais, ouais, j'ai lu tel truc, je me masturbe, j'ai tel sex toy. Il y a quelques centaines d'années, on me disait comment on reprenait les taches de sang sur les draps. Et ben là, on s'échange des commentaires sur les sex toys. Je trouve ça assez rigolo. Et puis, donc vraiment, zéro culpabilité. Et les hommes, pareil. Alors, c'est vrai que parfois, on a un problème avec la masturbation parce qu'on nous l'a enseigné comme ça. C'est compliqué. Toujours revoir la façon dont on a été élevé, quelles ont été les informations que l'on vous a données, etc. Donc, ça, c'est très important. Pour les hommes, c'est pareil. J'ai toujours un exemple. Alors, il est un peu trash dans le sens où il est vraiment caricatural, mais bon, là, c'est une véritable anecdote. J'ai une dame qui vient me voir, elle avait pas 30 ans, elle voulait se séparer de son partenaire parce qu'il regardait des films porno non, parce qu'il se masturbait et en fait, je lui dis: «Bah, c'est bien, il a raison de se masturber, enfin voilà, tant que c'est pas fait, devant tout le monde, que c'est fait dans sa chambre, qu'il en est en personne». Et je n'y voyais pas absolument aucune objection. Et là, elle s'effondre devant moi et elle me dit que son papa à elle se masturbait dans le salon tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs devant tout le monde, et que c'était sa belle-mère à lui qui venait lui apporter une serviette pour s'essuyer devant les enfants. Donc, vous voyez, parfois on banalise la masturbation en disant: «Mais oui, c'est normal, ça c'est partie de l'univers, de votre univers, hein, c'est bien». Mais derrière, il y a des gros traumatismes. Et ça, on ne peut pas faire de la sexo sans passer à côté des traumatismes. Qu'est-ce que ça renvoie, la masturbation pour une femme? Parfois, c'est il ne m'aime pas, il me trompe. Qu'est-ce qu'il y a derrière il se masturbe, je suis pas là, il ne m'aime plus. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière comme angoisse. Au même titre, qu'il y a un homme qui ne va plus avoir d'érection de bonne qualité qui vont permettre une pénétration. Si sa partenaire va avoir des sextoys énormes, bien rigides et qu'elle va se pénétrer, il va se dire: bah merde, cet objet va remplir le rôle que je ne peux plus avoir auprès d'elle. Donc il va y avoir vraiment ces discussions parfois à avoir, ce qui n'est pas évident, Mmh. toujours évident, mais ça peut avoir son importance. D'accord? Donc derrière tout ça, voir ce que ça réveille en vous, ce que ça réveille chez le partenaire. J'espère avoir été claire. C'est un peu glauque, hein, non, ça va? Non, non, ça va, mais effectivement, faut prendre en compte tout le bagage, quoi. C'est ça.
C'est vraiment l'exemple le plus parlant, mais je trouve qu'il est vraiment voilà. Et on n'est pas dans les milieux, populaires, on n'est pas dans les bas-fonds et cetera, hein. Je vous parle de monsieur et madame tout le monde. Donc, alors ensuite, le clitoris est tout petit. C'est le petit bouton du bonheur. C'est vrai qu'il y a des livres comme ça, «Le petit bouton du bonheur». Eh bien non, le clitoris fait environ 12 centimètres, donc il est assez énorme. Il a une partie externe, le petit bouton du bonheur, et une partie interne. En fait, faut imaginer, qu'il va enserrer le vagin, un peu comme un poulpe, j'aime bien dire ça. Il y a la tête du poulpe qui est donc visible, touchable par l'extérieur, et cetera, qui va lui-même avoir une érection. Il y a une érection du clitoris, c'est-à-dire que, le clitoris ou la verge chez l'homme vont avoir les mêmes capacités érectiles. Ce sont 2 corps rectiles qui vont se redresser. Parfois, les hommes vont dire, ou même vous, mesdames, bah, on sent que ça se redresse, que c'est beaucoup plus gros, et cetera. Et il y a toute la partie immergée, donc qui est à l'intérieur du corps, et parfois les femmes, donc ça, c'est un point qui va découler, il y a les clitoridiennes et les vaginales. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu agaçant d'entendre. Merci Freud. La jouissance de la petite fille et la jouissance de la vraie femme. En fait, tout simplement, selon la stimulation du clitoris au niveau interne ou externe, la femme va se dire qu'elle est clitoridienne, ou si c'est plus au niveau de la pénétration et s'il y a un frottement au niveau du clitoris externe, etc., on va dire qu'elle est vaginale. En fait, le plus important, c'est de bien prendre en compte que le clitoris est assez énorme pour vraiment tout mobiliser. Alors, il y a des superbes vidéos qui sont de Madame Odile Buisson, et puis, je ne sais plus, mince, je ne connais que lui, Pierre Foldès, pardonnez-moi, qui est un homme remarquable, qui milite à travers le monde contre l'excision de la femme. Donc, lorsqu'il a voulu voir pour réparer les femmes après excision, comment fonctionnait le clitoris, et ils ont vraiment fait des expériences en laboratoire avec des IRM pour voir un petit peu comment le clitoris bougeait lors de la pénétration. Donc, il y a des images que vous pouvez retrouver sur Internet qui sont assez chouettes. On voit à quel point le clitoris est mobile, hein, et vraiment, lors d'une pénétration, une intromission de doigts, etc., à quel point tout gigote dans tous les sens, etc. Donc, je vous invite vraiment à les regarder, c'est assez chouette. Donc voilà, donc le clitoris, bah, j'en ai parlé, donc il n'est pas si petit que ça. Donc voilà, c'est un corps érectile qui grossit, qui va s'engorger de sang au même titre que la verge, et cetera. Toujours pas de questions, j'enchaîne? Oui, oui, tu peux continuer. Je suis admirative de ta peinture blanche derrière. Je me dis à chaque fois que je vois chez les autres, je regarde mon papier peint depuis tout à l'heure, je me dis: «Ça fait pas le même rendu». Parce que ça a été refait il y a pas très longtemps. Ah non, mais ça m'énerve. Je culpabilise à chaque fois d'avoir, bref, c'est pas grave. Donc un rapport sexuel, alors l'une des autres fausses croyances, c'est que un rapport sexuel est forcément, un rapport qui comprend une pénétration. Pour beaucoup d'hommes, et de femmes même, mais surtout plus pour les hommes, s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas eu d'acte sexuel. Eh bien, c'est là ce qui amène à des drames chez les jeunes, garçons, et jeunes femmes, enfin chez les jeunes garçons. Pour eux, la fellation n'est pas un acte sexuel, on est vraiment dans on est un peu perdu dans tout ça. C'est vrai que la sexualité, elle devient un petit peu parfois encore plus chez les jeunes. Alors j'encourage, je fais un petit appel à toutes les mamans qui, m'écoutent là, à cette heure. C'est de dire que protégez vos enfants de toute cette sexualité qu'ils vont retrouver sur internet, toute cette, mythologie qu'ils vont entretenir avec, le film porno, avec ce qu'ils vont entendre chez les copains, et cetera. La fellation n'est pas à banaliser. On n'a pas à demander à sa petite copine au collège, encore moins dans les écoles primaires, de faire une fellation. C'est un acte sexuel. Je me permets vraiment de le dire parce que, c'est vraiment de plus en plus banal. Là, j'étais en formation 2 jours, dans ma région, auprès enfin bref, tout l'organisme qui s'occupe des violences sexuelles chez les mineurs, et c'est vrai qu'on partageait toutes nos histoires, et c'est vrai que les enfants sont vraiment exposés à des choses qu'ils vont vraiment banaliser.
Donc là, vous êtes adulte, vous m'écoutez, alors je n'ai pas les âges. Moi, j'ai 40 ans. Toi, Benjamin, je sais pas quel âge tu as? Honte. 30 ans? Mmh. Donc on est encore sur quelque chose, enfin on est sur des femmes quand même, on a notre histoire. Mais là, les jeunes actuels, le rapport sexuel à l'heure actuelle, c'est vraiment pénétration anale, pénétration vaginale. Donc autant dire que la fellation à côté, c'est un bisou, c'est une poignée de main, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est, et pour autant, une fellation expose vraiment à quelque chose qui peut être, très joli encore une fois quand c'est bien fait, quand on est amoureux et cetera. Mais rappelons que malheureusement, bon nombre de personnes ont leur bagage et qu'une fellation, parfois donner offrir une fellation et dans le don d'une fellation au partenaire ou du cunnilingus pour la femme, bah, parfois c'est traumatique parce que ça va réactiver des choses très violentes et que ça fait vraiment partie d'un acte sexuel. Si vos enfants vous surprenaient en pleine fellation avec votre mari, je pense qu'ils ne diraient pas maman tricote, quoi. Donc c'est vraiment important de se dire que parfois il y a juste des rapports qui sont sur bah voilà, la masturbation, la fellation avec cunnilingus. Mais voilà, c'est tout. Parfois, les femmes disent bah, moi, une fois que j'ai eu mon plaisir, j'ai pas envie d'autre chose. Et il y a des hommes, c'est un petit peu, alors je vais faire un parallèle un petit peu grossier, mais pardonnez-moi. J'ai mon beau-père de 80 ans qui vient des fois manger à la maison. Et pour lui, s'il n'y a pas de pommes de terre à table, c'est pas un vrai repas. S'il n'y a pas de patates, il n'a pas mangé. Alors je rigole avec ça, mais c'est un peu pareil. C'est tout aussi stupide de dire ça. Ça te fait sourire, Benjamin, vu que tu es C'est d'accord. Donc voilà, c'est vraiment important de dire, voilà, j'ai une sécheresse, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Bon, allez, je vais une petite masturbation, ça va le faire sourire. Allez, pourquoi pas. Eh bien, c'est déjà un rapport sexuel. D'accord, c'est vraiment important de repréciser les choses. Je suis un peu lourde, hein, là. Non, non, pas du Désolée, hein. tout, mais c'est bien clair au moins effectivement, il faut commencer par poser les bases, quoi. Bah, je trouve que c'est important. Vous avez raison. Merci. C'est Hélène. Non, mais c'est vrai Hélène que appuie dans ton sens. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important, bah, je sais pas, s'il y a des mamans qui sont là, qui, Hélène, je sais pas si vous êtes maman et cetera. Ouais, dès le primaire et c'est vrai que quand, j'en parle moi aux alors j'ai des ados, hein, j'en parle, forcément de par mon métier, j'en parle. Après, je dois faire attention de pas trop en parler et cetera et quand j'entends des mamans qui disent: «Mais arrête, tu vas les orienter sur, la perversité». Dès le plus jeune âge, on doit apprendre à un enfant à se protéger, à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas faire. Moi, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui viennent au cabinet, qui sont vaginiques, donc c'est une impossibilité d'être pénétrées ou alors qui sont douloureuses à la pénétration. Et comme c'est pas possible et qu'elles ne veulent pas laisser leur plan Tinder, parce qu'on en est là, hein, c'est des plans Tinder, c'est même pas leur compagnon, hein, sans rien, bah, c'est sodomie. Mais comme ça, on a parlé 3 heures, bah, c'est sodomie. Et c'est vrai qu'il y a une banalisation et je trouve ça dommage et ça commence par nous en tant que parents, nous en tant qu'adultes, d'informer puisque, les cours d'éducation des cours, d'éducation en vie affective, bah, ça passe après tout le reste. Et pour autant, ce qui va aider quelqu'un dans la vie, c'est d'avoir confiance en elle, c'est de savoir dire non ou de savoir dire on m'a fait du mal, à qui je vais en parler et d'être écouté. Ça, c'est les bases qui vont vraiment construire les petits dômes et qui vont les aider bien plus qu'un théorème de Pythagore. J'espère qu'il n'y a pas de prof de maths ici parce que sinon vous allez m'en vouloir. Mais c'est vrai que c'est notre rôle d'écouter, d'aider, de protéger les tout petits. Et vous avez raison, Hélène, dès le plus jeune âge, c'est important. Et on ne banalise pas comme sur ce qu'on voit à la télé, ce qu'ils voient dans les émissions, les Marseillais, les conneries comme ça où on voit des gros seins à l'air et des gens qui travaillent pas, bah non, c'est pas des valeurs qui vont construire les tout petits. Bref, donc ça, mesdames, au boulot, on n'a jamais fini de travailler, même à la maison. Donc, j'embraye sur la fameuse, pareil, les fameuses études qui ont été faites je ne sais quand par je ne sais qui. Un rapport sexuel, c'est une pénétration de 7 minutes. Tu l'as déjà entendu, Oui, Benjamin. c'est On est d'accord, hein? j'avais pas forcément le 7 minutes en tête, mais en tout cas le temps du rapport sexuel, c'est toujours un sujet, quoi. Donc si c'est pas 7 minutes, c'est pas un C'est vrai pas un rapport. rap ah, bien sûr. Donc en ça, les pauvres,
personnes qui ont vécu des douleurs, qui ont eu une épisiotomie, qui ont une sécheresse vaginale suite à un cancer, les éjaculateurs précoces, les troubles de l'érection, bref. Pas merde, c'est pas 7 minutes, je ne suis pas un véritable homme, ou alors je ne suis pas une femme qui donne autant de plaisir, ou alors ben, je serre les dents en attendant que ça passe parce que ben, le temps n'est pas écoulé. Donc, je trouve que c'est très enfermant en fait comme stat. Enfin, moi je trouve, c'est comme un pénis de 13,5 centimètres. C'est vraiment des normes comme ça qui sont très plombantes. Donc les 7 minutes de pénétration, bah non. Bah, voilà, avec une sécheresse, bah, voilà, on est bien d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent dit, c'est 7 minutes avec une sécheresse, effectivement. Mais pour plein d'autres personnes, hommes ou femmes, 7 minutes, c'est un temps très long et si c'est 7 minutes de bonheur, c'est cool. Mais si c'est 7 minutes, de douleur, c'est absolument dramatique. Vous allez enregistrer la douleur. Mais surtout, Donc qui a son chronomètre, qui enclenche son chronomètre au début du rapport, quoi? alors j'ai beaucoup d'hommes qui sont assez joueurs là-dessus, qui chronomètrent. D'accord, pardon. Alors après, c'est des profils, particuliers, hein, mais Oui. j'ai quand même des hommes, alors c'est rigolo, enfin, c'est des hommes très touchants, mais j'ai quand même des spécimens, bah, de toute façon, quand on fait un métier comme le mien, on en a forcément, hein, mais je ne pourrais pas éjaculer tant que j'ai pas entendu 3 voitures passer dans la rue. Qui calcule Moi, j'avais un homme comme ça, il calculait tout. Bon, bah, aujourd'hui, si j'entends pas un camion qui passe dans la rue, j'éjacule pas. Enfin, voilà, c'est des choses très tordues comme ça, mais souvent, il y a un radio réveil. Il y a un radio-réveil sur la table de nuit et c'est Oui, vrai que d'accord. les gens regardent un petit peu parce qu'ils vont se dire que s'ils ne tiennent pas assez longtemps, leur partenaire ne va pas avoir de plaisir. Mmh. Donc c'est en ça où souvent je dis, l'entrée plat dessert, hein, cuni, fellation, pénétration, je sais plus où je l'ai mis. Donc c'est vrai, le rapport, le script classique, hein, c'est vraiment ce qui est, voilà, ouais, c'est ça, entrée plat dessert et de se dire, bah, finalement, bah, s'il y a pas eu la fellation, s'il y a pas eu le cuni, s'il y a pas les 7 minutes, c'est nul, on n'a pas été très bon. Bah, moi, je trouve ça super, étouffant et pas très, rigolo. Voilà. Mmh. Il faut savoir dire ce que l'on aime. Il y a des femmes qui vont dire, bah, moi, j'aime bien la pénétration, tout de suite, d'autres qui vont dire: «J'en ai absolument pas envie». Heu, c'est pour ça que j'aime bien ce côté, apéro, dînatoire sexuel, hein. C'est vrai que j'en reparle. Tu as vu ma nouveauté de 2022? J'aime bien la replacer, franchement, ça fait toutes mes journées, dans le sens où on change de l'entrée plat dessert et on va arriver dans un univers où la pénétration au même titre que le cuni, que le massage, que s'embrasser, que se faire passer un glaçon sur le corps, que de chatouiller, que de souffler de la menthe sur le gland de son partenaire. Bref, tout ça, ça va être comme dans des petits bols d'apéro que l'on a sur la table sur la table basse et on va venir piocher ce que l'on veut au moment où on veut. Et la pénétration, tout autant que le reste, peut être quelques secondes, mais le tout, c'est d'y prendre plaisir, d'en avoir envie et que cela vous convienne et surtout ne vous fasse pas mal. Donc ce côté de distiller dans des petits bols, bah, je trouve que c'est chouette parce que, il y a pas ce côté passage obligé. Au Mmh. bout d'un certain moment, souvent les hommes, c'est le contrôle qualité, touche la vulve, ah bah, ça va, il y a une lubrification ou alors on tartine de lubrifiant et pouf, on y va dans la pénétration. Sauf que la sécher la les organes, la vulve, le vagin ne vont pas être concrètement bien lubrifiés. Ça va être une lubrification de surface, mais à l'intérieur, c'est très sec. Donc, ça va pas être de bonne qualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. C'est un jeu, c'est vraiment une atmosphère à mettre en place, surtout s'il y a des douleurs, de dire, bah, tiens, la pénétration, on va la faire très délicatement, mais entremêlé de bisous, et cetera. Vraiment y voir cet apéro dînatoire, je crois que c'est le plus beau c'est la plus belle des représentations. En tout cas, je n'ai pas trouvé plus simple pour expliquer vraiment tous ces petits pots et de passer du glaçon, le fameux glaçon, Benjamin,
à l'huile de coco alimentaire. C'est exactement ça, le fameux, glaçon d'huile de coco alimentaire qui va permettre de jouer avec le côté froid, du glaçon. Alors, comme il est alimentaire, il va sur toute zone, il est lubrifiant. La seule problématique, c'est qu'il ne s'utilise pas. Attention, on va voir Ah si tu oui, suis. quand on utilise des préservatifs. Il n'est pas compatible avec les préservatifs. Exactement. Donc c'est la seule problématique, mais bon, elle est quand même assez miraculeuse, notre huile de coco. Et du coup, de jouer sur le côté lubrifiant, va sur le corps. S'il y en a sur la bouche, il y a pas de souci, il y a pas de parabènes et autres cochonneries. Et du coup, qui va permettre de tout faire de façon chouette, ludique et sans mettre l'accent sur une grosse pénétration qui fait peur. Mmh. Les femmes ont peur de la pénétration parce qu'elles ont souvent vécu d'avoir eu mal, même jeunes, une mycose, une pénétration qui a été violente. Il y a vraiment ce côté de se déculpabiliser que la pénétration peut être faite de façon jolie, mais il faut savoir éduquer son partenaire à ça. Alors c'est vrai que parfois, c'est réduire son partenaire, oui, ça hydrate, hein, Oui. tout à fait. Alors moi, j'ai Hélène que le qui début à chaque fois. oui, c'est Hélène qui demande si l'huile de coco hydrate l'intérieur en profondeur aussi. Alors en profondeur, pas non, ça va pas être en profondeur. Alors pour ça, si vous cherchez vraiment, une hydratation en profondeur, il faudra vraiment partir plus sur des ovules, d'acide hyaluronique et cetera ou alors le Mona Lisa Touch. Donc vraiment le laser qui pour le coup va venir vraiment la réjuvénisation vaginale, qui va venir vraiment retirer les cellules superficielles épithéliales du vagin, venir les retirer et que les anciennes, celles les plus neuves reviennent. Et en fait, comme c'est une transpiration vaginale au moment de l'excitation, c'est-à-dire que comme toute excitation, le cœur s'emballe, la respiration devient plus importante. Et à ce moment-là, le rythme sanguin s'accélère. Et comme le rythme sanguin s'accélère, on dégage de la chaleur et ce qui engendre une transpiration. Voilà, ça c'est physiologique. Et aussi une transpiration au niveau vaginal, ce qui va engendrer du coup une lubrification plus en profondeur et ce que le Mona Lisa Touch va permettre de retrouver. Donc ça, c'est Alors, important. du coup, je précise parce que du coup, il y a Aurore et Hélène qui ne connaissaient pas la technique du laser. Donc, comme dit Justine, si vous voulez prendre des renseignements, c'est effectivement la technique du Mona Lisa Touch, qui est une technique, du coup, effectivement, au laser. C'est comme, enfin, c'est plutôt du coup, enfin, c'est pas une chirurgie, mais c'est une intervention. Alors, en sachant que c'est totalement indolore, parfois dans des centres, sur Amiens, je sais qu'à la clinique Victor Pochet, là où je travaille, il y en a des prises en charge dans le cadre de la ménopause précoce due au cancer du sein. À Gustave Roussy également, mais il faut rentrer dans des études, mais c'est totalement possible. Sinon, on est entre 200 et 400 euros la séance, en sachant qu'on peut aller de 3 à 6 séances, ça dépend. Mais encore une fois, hier soir, je faisais un dîner avec des gynécologues et ils disaient, il faut bien préciser aux patientes que cela ne permet pas de retrouver une libido, sauf s'il y a une baisse de libido due à des douleurs, etc. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on va faire du Mona Lisa Touch qu'on va ressortir de là en disant oh, j'ai super envie de mon partenaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a envie de son partenaire, on n'y arrive pas parce que ça fait mal, et là, on passe au Mona Lisa Touch. Il faut vraiment prendre les choses dans le bon ordre, hein. Mm. D'accord. Je sais pas si tu as d'autres adresses par rapport au Mona Lisa, toi. Non, pas vraiment. On essaye justement Mm. de créer un fichier qu'on puisse vous transmettre. N'hésitez pas à écrire un mail. Je vais vous noter l'adresse mail où vous pouvez m'écrire et j'essaierai de vous transmettre des informations. Non, Jessica, je suis désolée. Victor Pochet sur Amiens. Oui, parce que Ouais. Justine est en direct d'Amiens. Ouais, moi je suis en direct d'Amiens où il fait très beau d'ailleurs. Mm. Hop, voilà, je vous note l'adresse mail où vous pouvez nous écrire et où du coup je pourrais vous transmettre des informations. Mais effectivement, vous pouvez quand même vous rapprocher de vos centres de soins. Ils pourront peut-être vous orienter aussi au plus proche de chez vous. Après, ce qui est intéressant, c'est Jessica parle de Jean Villard à Bordeaux. alors après, si vous avez des endroits où justement des bonnes adresses, envoyez-les aussi, hein. Ouais, je me les note. Donc voilà, le Mona Lisa Touch c'est quand même pas mal. Il y a des très bons retours.
Voilà, ça permet de retrouver une bonne trophicité vaginale, ce qui est pas rien. Donc voilà, je continue. Il me reste 2 points. Bon, ça va, je suis dans les temps, hein. Oui, J'ai fait oui. un mix, il y a des assos locales. Alors, j'ai pas la fin. Je te laisse lire du coup. Euh, c'est Jessica qui dit elle a mélangé entre Victor Pochet et Jean Villard, donc Jean Villard à Bordeaux, et qu'elle dit qu'il y a des associations locales qui proposent des aides pour ça. Oui, effectivement. Des aides financières, j'imagine C'est dont vous bien. voulez parler. Voilà. Ah bah non, il y a déjà un point que j'ai déjà abordé. Quand on est amoureux en couple, on ne se masturbe pas. Donc ça, je l'ai déjà abordé. Ah oui, alors là, il y a un point qui va fâcher aussi, que j'ai déjà entendu plein de fois. Plus on fait l'amour, plus on a envie. C'est comme l'appétit vient en mangeant. Mm. Alors, bah non, j'ai envie de dire, si on se force au début, on va enregistrer l'information que c'est pas quelque chose que l'on a envie. Alors parfois, il y a des femmes qui disent: «Bah, au début, j'en ai pas envie, puis à mon partenaire, il me fait des bisous, tout ça, il me fait marrer, il me masse le dos et c'est vrai que je me détends et là, j'en ai envie». On n'est pas du tout sur la même tonalité du je vais au turbin, j'en ai pas envie et puis, ben, ma cocotte, force-toi 3 fois par semaine, ça reviendra. On n'est pas du tout sur la même tonalité, hein. C'est vrai que, il y a aussi ce côté malheureusement, de la jeune fille qui a été élevée avec le côté très, judéo-chrétien, faire l'amour oui, mais que, avec, ton mari, que si, dans le cadre d'avoir des enfants, il y a des fois des choses qui se sont dites dans les familles, faire l'amour c'est pour les salopes, c'est pour les putes, tu t'habilles mal et cetera. Des choses qui marquent beaucoup les jeunes filles qui font que lorsqu'elles sont en demande d'avoir un rapport sexuel avec leur partenaire ou qu'elles osent se laisser aller, être dans le lâcher prise pour avoir un câlin, bah, n'y arrivent pas. Du coup, il va falloir des fois jouer un peu des charmes et il y a des femmes comme ça qui vont dire bah, je bois une coupe de champagne, j'ai un peu plus envie. Voilà. Alors, quand ça arrive, ce genre de choses, ce qui est toujours très, très, très intéressant, là, c'est à vos papiers et à vos crayons, reprendre toutes les phrases qui ont conditionné votre enfance et votre adolescence. Quelles étaient les phrases que votre famille pouvait dire au niveau de la sexualité, mais pas que. Quelles sont les étiquettes que l'on vous a collées sur vous, qu'on vous a collées. Alors, il y a toujours enfin, parfois, il y a des sous-entendus, ah bah, tu ressembles à ta tante, on peut rien te dire comme ton père, bref, toujours des choses comme ça qu'on vous colle. Et par rapport à la sexualité, voir ce qu'il y a derrière aussi. Ah bah, de toute façon, sexuellement, tu es comme ta tante. Alors, des fois, on dit, bah merde, ça veut dire quoi? Quand on a 8 ans, des fois, on comprend pas trop. Et puis, en vieillissant, on se dit, ah, finalement, bah, c'est pas si cool que ça, parce que ma tante, elle a une vie un peu débridée, etc. Je veux pas lui ressembler et on coupe un peu toutes les vannes. J'ai une jeune femme qui est venue cette semaine au boulot, une petite étudiante de 20 ans, elle n'arrivait pas à prendre de plaisir avec son partenaire ni avec sa partenaire, parce qu'elle était bisexuelle. Seule, elle y arrivait parfaitement. Et quand je lui ai posé ces questions-là des étiquettes portées, sa mère lui a toujours dit tu finis tes études, tu te maries et après seulement tu auras le droit d'avoir une bisexuelle. Donc, en fait, je lui ai dit ce que ça en quoi ça résonnait pour elle. Est-ce qu'elle en a pris la vraie mesure? Elle a dit bah non, c'est n'importe quoi. Et puis, les femmes ont le droit d'être libres. Mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur que ma mère sache que j'ai des partenaires. Et il y a des jeunes femmes comme ça, même si les parents ne sont pas là, qu'ils ont des chambres d'étudiants à 300 bornes de la maison, qui vont pas faire dormir le partenaire à la maison parce que c'est désobéir aux parents. Et on voit à quel point les phrases qui ont conditionné ont eu un impact important comme ça sur eux, sur elles. Et du coup, des fois, de se laisser aller à la sexualité, c'est désobéir à la toute-puissance parentale. Donc, c'est pas si anodin que ça. N'hésitez vraiment pas à faire ce petit exercice. Ça marche donc avec parents, grands-parents, frères, sœurs, toutes les personnes qui ont été vraiment importantes dans votre vie. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, ça va être la fameuse ligne de vie. Donc ça, vous partez du début de votre vie, donc de votre naissance à aujourd'hui, et vous y mettez toutes les choses qui ont eu un impact sur votre vie à vous, que ce soit sexuel ou non.
parce qu'il y a les macro-traumatismes et les micro-traumatismes, les petites choses, les trucs qu'on le passe souvent sous silence. Mais c'est un peu comme la blessure du petit doigt, hein. Des fois, on a une petite griffe sur le petit doigt et en fait, on a vachement plus mal que de se tordre une cheville parce que parfois, c'est pas les blessures les plus énormes qui font mal. Et bien, psychiquement, c'est exactement pareil. Parfois, on va supporter des choses absolument horribles et ça va être la toute petite brindille qui va venir entraver, la toute petite chose qui va faire tout sauter, etc. Et c'est l'accumulation, tous les éléments vont avoir une importance sur vous. Et donc de prendre cette ligne de la naissance à aujourd'hui et d'y faire des marques comme une frise que l'on fait à l'école primaire. Et parfois, j'aime bien dire d'y mettre des couleurs, du jaune, du orange, du vert, du rouge. Si vous êtes en colère, vous mettez du rouge. Après, c'est à vous de voir les couleurs que vous y mettez, ce qu'elles représentent pour vous, les couleurs, hein. Ça peut être du jaune positif, parfois ça va être du jaune pour l'angoisse, enfin, c'est à vous de voir. Mais de mettre un petit peu des tonalités, de voir dans quel contexte votre sexualité s'est faite et du coup, par rapport à cette ligne, de voir par rapport à votre cancer, comment était votre sexualité avant, avant le cancer. Est-ce que vous aviez une sexualité qui était épanouissante ou bien c'était déjà un petit peu le bazar, voire beaucoup le bazar. D'accord. Vas-y, j'ai vu que tu avais une question. Ouais, j'ai 2 questions. Alors déjà, il y a Hélène qui revient sur, j'imagine sur le Mona Lisa Touch, qui demande, que son gynéco lui a déjà parlé d'un traitement, qui resserre, je la cite: «Qui resserre le vagin». On n'est pas là-dessus, hein? Non, du tout. Alors, ça m'intéresserait de savoir ce que c'est. Ouais. Alors, ah, c'est pas ça, pardon. Excusez-moi, j'ai pas, Hélène, j'ai pas dû saisir. Vous parliez d'autre chose, un autre terme médical avec un effet de traitement qui resserre le vagin. Un effet de traitement, c'est-à-dire, je comprends pas non plus. Désolée. Un effet de traitement. Un effet secondaire, effectivement. Ah! D'accord, c'est un effet secondaire, le fait de se sentir, plus serré. Oui. Bah, souvent ça vient avec ce côté, vraiment, sécheresse. La perception qu'on vient malheureusement lorsqu'il y a une pénétration, toucher les parois et cette sensation de déchirer, ça va pas être, forcément moi j'y vois ça. Ah oui, voilà, bah, donc c'est bien parce que Jessica et Hélène se répondent. Ah! Hélène parle donc de vaginisme, alors que Jessica, elle, justement, dit que pour elle, c'est tout l'inverse. Ah, alors, c'est non, alors, le vaginisme, c'est encore autre chose, ça existe OK, tout à fait, mais il va pas resserrer le vagin. Le vaginisme, c'est une impossibilité d'être pénétré. d'accord. Là, je me demande si c'est pas de la radiothérapie. Alors la radiothérapie va venir parfois collaber les parois du vagin et ce qui fait qu'elles vont effectivement de fait se coller et donc le resserrer. Mais là, on est alors si c'est ça, oui, tout à fait. Mais donc c'est un traitement, oui, c'est la radiothérapie. Mais ça, c'est extrêmement barbare et les gynécos, donnent des sortes de sextoys blanc, 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 un peu pas plus blanc, de taille très conséquente, et ils disent aux femmes qui ont, ce traitement de radiothérapie de s'introduire ces dilatateurs dans le vagin tous les jours. OK. Bon, là, en l'occurrence, C'était pas ça? Bah, alors donc il y a que ça. Je vois que ça. Pour la radiothérapie, il y a que ça. et sinon, Heu, effectivement, un effet secondaire peut-être qui donne ce côté sécheresse qui peut, Moi, je vois que ça. OK. Je vois Hem, que ça parce que c'est vrai que le rétrécir le vagin, ouais, moi non plus, effectivement, là, enfin, voilà, au cours de mes différents accompagnements, au sein des maisons roses et puis même là, en wébinaire, j'avais pas encore eu ce cas de figure. après il y a le point du mari, mais qui est fait à l'accouchement, mais ça c'est de plus en plus décrié, mais c'était un point de suture pour resserrer le vagin, mais à son entrée pour que les maris aient plus de sensations. Quelle délicatesse! Mmh, Mais là, ça n'a rien à voir avec le cancer, donc non, je vois pas. OK.
Alors et je profite aussi pour répondre du coup à Nathalie. Nathalie qui a 44 ans, qui est sous hormonothérapie depuis août 2021 et depuis, elle a noté une baisse de la libido et une sécheresse vaginale. Comment améliorer tout ça? Alors, je pense qu'on va pouvoir vous donner déjà des éléments de réponse, mais je me permets avant, Justine, de juste préciser que, il y a des webinaires qui ont été faits avec Justine, donc vraiment sur ces thématiques-là. Donc là, on peut donner quelques éléments de réponse, mais si vous voulez trouver des informations plus complètes, n'hésitez pas à aller voir les replays sur la chaîne YouTube de Rose Up. Vous avez accès à un grand nombre de webinaires qui ont été enregistrés. Vous tapez des mots-clés, vous pouvez taper sécheresse vaginale et vous aurez différents contenus qui arriveront, que ce soit des webinaires avec Justine ou des webinaires aussi avec la socio-esthéticienne, par exemple, pour parler sécheresse. Donc voilà, déjà, pour un complément d'information, vous pourrez aller voir ça. Mais sinon, peut-être que Justine, tu peux quand même nous donner quelques petits éléments Mais pour... c'est vrai que c'est quelque chose, qui est toujours, le sujet phare des webinaires, hein. Libido et sécheresse, ça revient toujours. Ouais, Donc la sécheresse, je vais pas vous refaire parce que là, l'heure tourne et puis voilà, comme tu disais, il y a d'autres, il y en a qui sont pris en charge. Enfin, il y a ce qu'il faut. Mais globalement, on commence par une première intention, c'est-à-dire la fameuse huile de coco alimentaire qui est biologique, sans parabènes, etc. Donc vraiment permettre une bonne lubrification au niveau vaginal, comme je vous disais, pour en faire des glaçons, en faire un jeu de massage, etc. Donc pour les jeux érotiques, c'est parfait, c'est pas le côté on sort le lubrifiant, pouf, on y va. Donc c'est un côté assez chouette pour ça. Ensuite, il y a vraiment les ovules et tout ce qui est minescence et autres choses que vous allez trouver en pharmacie, de l'acide hyaluronique, des pipettes que l'on va mettre dans le vagin régulièrement qui vont revenir repulper la trophicité vaginale, qui vont venir repulper l'épithélium, etc. Donc là, on est vraiment sur des choses, j'ai envie de dire, classiques. Après, parfois, les femmes disent, bah, ça m'enquiquine de mettre des ovules tous les jours, ça coule, ça me donne des mycoses, j'aime pas. On peut comprendre que c'est pas le but de soigner quelque chose et d'avoir une autre problématique. On a ensuite le côté kinésithérapie avec parfois de la rééducation périnéale qui parfois permet de retrouver une bonne lubrification. Il y a, comment elle s'appelle, ah zut, une kiné sur Bordeaux. Je vais perdre son nom, qui fait partie de Rose Up, qui fait des webinaires à ce sujet aussi. Donc là, on est plus sur de l'électrostimulation, des choses qui se font au cabinet de kinésithérapie. Donc voilà. Et puis le Mona Lisa Touch, qui est vraiment une véritable aide pour le côté lubrification, mais qui est très coûteux. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se font, on y va crescendo, en sachant que parfois la lubrification, la douleur viennent dire autre chose. Est-ce que vous voulez avoir une lubrification, mais vous avez envie d'avoir des rapports, etc. Donc c'est toujours pareil dans tout ce que vous entreprenez. Il y a le côté un physiologique, somatique et deux le côté psychologique. Donc dès qu'il y a un problème de lubrification, on est vraiment au clair avec le côté en ai-je envie. ouais. Parfois, les femmes sont expertes, enfin, c'est pas parfois, c'est les femmes sont expertes pour trouver des symptômes qui parfois viennent entraver la vie sexuelle, les mycoses, les cystites, les problèmes de lubrification et plein d'autres choses. Si on les regarde au premier plan, on se dit, bah, il y a un problème de lubrification, on va enclencher un processus. Mais si on gratouille un petit peu, parfois, je dis bien parfois, il y a aussi une problématique psychologique. Quand on lutte contre un cancer, qu'on est sous hormonothérapie, il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a plein de choses. Parfois, venir mettre de la sexualité là-dessus, c'est trop. Voilà, c'est pas le moment. Ouais. Et du coup, on a quand même une question d'Aurore qui demande si après l'hormonothérapie, la lubrification revient. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Il n'y a pas de. Et c'est en ça où le corps de la femme va réagir parfaitement, c'est qu'il peut être endormi avec un partenaire et puis retrouver quelqu'un et dire mais j'ai une lubrification qui revient comme à mes 20 ans, quoi. C'est vrai qu'il y a rien qui est figé. Après, si vous avez des angoisses et que vous avez mal, parce que parfois la sécheresse, on en parle au niveau, des rapports, puisque, bah, moi, c'est mathématique, mais c'est aussi des douleurs d'irritation au quotidien lorsqu'on marche et cetera, quoi. Donc c'est 2 choses différentes. Ok, ok, très bien. Est-ce que tu voulais
ajouter des choses. Est-ce que, mesdames, vous avez encore des questions sur les fausses croyances? Là, on en a abordé un certain nombre. Je pense qu'on a balayé pas mal de Ouais, sujets bah, j'ai essayé ancrés. de faire au mieux, les plus classiques. Après, Ouais, oui, oui, mais j'espère. non, non. Alors, Oh, vous êtes gentille, Hélène. Non, mais c'est vrai que merci, bah, c'est gentil. On essaie de faire au mieux et de vulgariser au mieux et de dire aux femmes qu'elles sont formidables et qu'elles arrêtent de culpabiliser de tout ce qu'elles font, mais bon, pas besoin de patates merci pour un Jessica. repas. Merci, Jessica. Comment? J'ai pas compris? Jessica, elle dit top comme toujours et pas besoin de patates pour un repas. Ouais, mais en Voilà, fait, c'est vous ça avez qui est tout dommage, c'est compris. que j'ai le début des phrases, mais j'ai pas la fin. Bah, c'est pour ça que je te les lis. C'est adorable. Non, pas toujours besoin de patates, mais c'est vrai que c'est. Exactement. Mais Faites-vous j'essaie des confiance. fois de me nourrir de choses classiques du quotidien pour vraiment imager, au moins ça parle bien. Le coup des patates, Oui, c'était. ouais. Il faut faire plus Faire plus court, ouais. court. Plus court que les. Ouais. Pas 7 minutes, oui. Plus court que les 7 minutes. Bon. Eh ben, merci. Ça te va, Oui, Benjamin? oui, C'est bon? merci beaucoup. Bon, bah Merci parfait. beaucoup, Justine. Merci à toutes pour votre participation et vos commentaires. Voilà, on a réussi à déculpabiliser Nathalie avec tout ça et tout va C'est rentrer le dans but. l'ordre. Voilà, C'est le but. exactement. Gardez bien en vous tous ces conseils. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir aussi, c'est quand même un peu la base. C'est la Et base. puis, on se retrouve, Justine, dans 15 jours Dans pour 15 jours, ça pour marche. un nouveau café sexo. Merci beaucoup. Bon Au revoir, mesdames. Bon après-midi. week-end. Bon Bon apéro week-end. ce soir. Oui, Au revoir. merci, au revoir.